La liberté a un prix. TVL défend la civilisation européenne. La liberté a un prix. On va parler de Wirecard, le PayPal allemand, qui, mieux que Jovanovic, peut en parler. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud, merci de m'inviter. Alors Wirecard, WC pour les intimes, est un film documentaire. C'était déjà donné à l'avance, on avait déjà le résultat. WC, oui. Est un film documentaire de Netflix sur un scandale très récent, qui s'est terminé donc en 2020. Il y a une très grosse différence entre la vision de Netflix et celle de Wikipédia. Alors, je vous lis le synopsis de Wikipédia qui vaut son pesant d'or. Wirecard est une entreprise de technologie et services financiers allemande qui a fait faillite en juin 2020 à la suite d'irrégularités comptables. Donc à l'écouter, ça serait un petit comptable qui a merdé, qui a fait une mauvaise écriture. Exactement. Et l'entreprise a mouru. Elle est mourue, voilà, c'est ça. Elle est mourue. Donc franchement, ça c'est la vision de Wikipédia. La vision de Netflix, c'est que c'est un énorme scandale. Alors, qui a raison, Pierre ? Ah bah c'est Netflix, hein. C'est Netflix. De toute façon, Wikipédia est une pourriture, déjà. Je suis bien placé. Ils m'ont censuré pendant quasiment 6 ans. Ils ont enlevé ma fiche, alors que j'ai des bouquins traduits quand même dans 6-7 langues. En tant qu'auteur, ne serait-ce qu'en tant qu'auteur, bon, passons. Voilà. Et donc là, ils m'ont remis une fiche, bien entendu, où je mange des enfants. Je vous passe les détails. Bref, c'est une pourriture. Wikipédia est une pourriture. Ça, on le sait. Mais Wirecard en est une autre. Et c'est là où c'est intéressant, parce que Wirecard était une société de technologie bancaire, plus précisément de cartes de crédit et plus précisément de transactions. Ça veut dire carte en ligne, Wirecard. Oui, mais de transactions par Internet, soit avec des vraies cartes physiques. C'est-à-dire la carte de crédit, etc., donc qui est traitée par Wirecard, soit par des cartes virtuelles. Notamment, ils avaient passé des accords de mémoire avec la Citibank. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas la carte physiquement entre les mains, mais vous avez une série de numéros, expiration, machin, bidule, qui vous servent uniquement à vos achats sur Internet. Oui, voilà. On peut très bien ne pas avoir une carte sur soi et payer tout avec une carte. Voilà. D'accord. Et précisons que Wirecard était quand même, avait conclu des accords colossaux avec tout un tas de banques. Incroyable. En France, notamment, c'était le Crédit Agricole. Et les émissions de cartes. Les plus grands noms du CAC 40, ils sont, quoi. Bien sûr. Incroyable. Et le Crédit Agricole faisait traiter. Le traitement, des cartes émises par le Crédit Agricole était traité par Wirecard. Il faut je le dis. Orange. Orange, c'est normal. Orange, c'est une poubelle. Voilà, c'est poubelle banque. Poubelle banque. Junk bank. Junk bank. Wirecard, Orange Bank. Non, mais qui s'assemble se ressemble, hein, c'est clair. Voilà. Et Wirecard, donc, c'était à la base, c'était vraiment une entreprise de high-tech. Véritablement. Alors, je suis d'accord avec vous. Et pour moi, même ma vision, elle est simple. C'est un conte de fées. C'est un véritable conte de fées. C'est un rêve californien fait par des teutons. Donc, c'est un peu ça que... Donc, c'est un peu ça. Alors, on voit des sketchs californiens. Par exemple, le PDG, donc Marcus Brandt, vous allez entendre ce nom 2-3 fois, il fait des espèces de... il imite Steve Jobs. Il imite Steve Jobs. Il fait des conférences à la TEDx, où on est debout avec le micro qui est comme ça. Le micro Bluetooth. Et le micro Bluetooth, et on parle comme ça devant tout le monde. Et on présente les chiffres, les graphiques, etc.
grand show, quoi. Le grand show mirifique. Le grand show mirifique. Voilà, donc, mirifique. donc c'est vraiment le rêve californien des teutons. Angela Merkel sera C'était l'entreprise chérie d'Angela Merkel. C'est ça, voilà. Elle va le vendre. C'est le VRP Exactement. C'est le VRP de Wirecard. Ouais. Et Wirecard sera même mis comme servira d'index au DAX. Ouais. Le DAX, c'est l'équivalent du CAC 40 allemand. Ouais. Alors, c'est pas présenté dans le film comme un petit projet. On voit bien que c'est grand quand même, mais on a un peu du mal à percevoir la puissance de Wirecard. Enfin, le contour, c'est quand même fulgurant là, sa création. Ça part très fort. Oui, ça part très, très fort, mais justement parce que Wirecard est un intermédiaire bancaire. C'est-à-dire, c'est pas une banque, hein, on est bien d'accord. Oui. Mais c'est un intermédiaire qui fait ce qu'on appelle le processing. PayPal. Voilà, c'est un PayPal, mais PayPal n'est jamais rentré dans les machines, par exemple, de paiement qu'on a chez les commerçants. Oui. Alors que Wirecard l'a fait. Okay. Voilà. Non, ils sont allés très loin. C'est pour ça qu'ils ont eu autant de succès. Et donc, ils ont fait des investissements colossaux. Et comme Madoff, en 2008, le 29 septembre 2008, vous avez Wall Street qui explose, qui vole dans les airs, tout le monde vole dans les airs. Et Wirecard, comme Toshiba, parce que c'est au Japon, ils ont des comptes qui sont complètement déséquilibrés, mais comme ils ont fait un business plan, ils se sont dit en 2008 ça va être nickel, 2009 ça va être encore mieux, 2010 patati, etc. Ils ont fait des plans sur la comète, c'est le cas de le dire, sauf que la comète n'est pas passée. Ou du moins elle est tombée. Voilà. Elle est tombée le 29 septembre 2008. Et à partir de là, tout part en vrille. C'est-à-dire comme Madoff, Madoff, lui, son aventure s'arrête, mais celle de Wirecard commence. C'est là où c'est intéressant, parce que Wirecard, c'est une sorte de... on continue avec... c'est une sorte de Madoff à l'allemande. À l'allemande. Alors justement, mais il y a un truc on part dans des trucs, attention. Mais quand même, enfin, je sais pas, il y a des trucs bizarres quand même. Il y a 3 filiales qui sont des filiales fantômes. Il y a un des journalistes Il y a 30 filiales. Oui, mais il y a au moins 3 filiales importantes qui brassaient beaucoup d'argent et qui sont fantômes et dont l'adresse en Irlande ou en Écosse, je ne sais plus, est une boîte à lettres d'une ferme au milieu des champs. C'est ça, exactement. C'est ça fait pas très allemand, ça, quand même. Ça me fait penser à une autre série, Tokyo Vice. Je ne sais pas si vous avez vu cette série sur Canal. Ouais. Il y a une société d'emprunt bancaire, enfin de prêts bancaires vautours. C'est pareil, ils sont dans une maison au fin fond de la campagne. Voilà. Wirecard, en fait, s'est mis dans le blanchiment d'argent. Il s'est mis dans le blanchiment d'argent des sites de casinos en ligne, des sites de tout ce qui est pédo, porno, tout ce qui est pas très net. Notamment aussi la mafia une mafia, j'ai oublié le nom, sicilienne. Ça, c'est encore autre chose. Là, ensuite, ils ont contacté les différentes mafias russes, la Targheta, enfin toutes les mafias possibles et imaginables, pour justement blanchir leur argent, de manière à récupérer les millions qui manquaient à la suite de ce qui s'est passé en 2008. Et au fur et à mesure, ils sont partis ils ont été emportés, si je peux dire, dans cette ère, exactement comme Madoff est parti dans son délire et il n'a jamais pu revenir en arrière. Et Wirecard, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que Enron. C'est exactement la même chose que Toshiba. On n'a pas entendu parler du scandale Toshiba, mais Toshiba, c'est la même chose. Voilà, des comptes trafiqués. Alors, totalement trafiqués. Des comptes certifiés par des commissaires aux comptes. Attention, pas n'importe lequel. Ernst & Young. Attention. Achtung. Fiabilité allemande. Achtung, fiabilité allemande. Munich, ISO 9000. Et ils ont signé. Les commissaires aux comptes allemands ont signé. Valider les comptes. Et ça a duré des années. Et comme d'habitude, celui qui va découvrir le truc, c'est qui tuillote le Financial Times, est un vendeur à découvert qui parie sur Wirecard, qui parie à la baisse sur Wirecard. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les ventes à découvert? Vous pouvez expliquer en 2 secondes. Oui, c'est-à-dire qu'on fait, en fait, c'est un pari. C'est un pari. On dit je parie que tel jour, demain, après-demain, l'action d'Enron va baisser. Et si elle baisse, il gagne. Et il gagne. Exactement. Ce qui est totalement immoral, mais à chaque crise, on interdit les ventes à découvert. Je sais bien. Mais aujourd'hui, vous savez, dans l'or
vous n'avez que ça, que des ventes à découvert. C'est comme ça qu'ils bidonnent le cours de l'or et de l'argent. Hein. C'est que des ventes à découvert. Bon, ceci est une parenthèse. D'accord. Voilà. Tiens, justement, regardez. Oui. Ça c'était voilà, le 5 octobre 2020, Ernst & Young, complice de l'escroquerie géante à la Enron de Wirecard. Voilà. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas vu qu'il manquait 2 milliards sur leur compte. Non. 2 milliards. 2 milliards. Ouais. C'est-à-dire que ils ont pris un commissaire en compte sourd, aveugle et muet. Donc l'informateur... Il était aveugle, le mec, il regardait les comptes. Alors l'informateur, le délateur... C'est dingue. L'informateur, le délateur, hein, enfin le délateur, non, enfin oui... Oui. Qui parie, est-ce que vous... Il accuse pour spéculer ou... Pour les deux. Parce qu'il a identifié, comme on l'a vu avec l'affaire Madoff, que Madoff était une escroquerie, hein, par définition, et que ça tenait pas la route. Et c'était le cas également de Wirecard. Ne l'oubliez pas, la faillite de Wirecard... Enfin, pardon. Avant de parler de la faillite de Wirecard, tous les fonds de pension allemands avaient acheté... Bien sûr. Ils avaient acheté pour des centaines de millions d'actions pour l'aider justement à maintenir sa position internationale de payment processing. Et ils avaient été protégés par Angela Merkel puisque par tous les SPD. C'est ça, ils avaient interdit les ventes à découvert. Donc oui. Et même les enquêtes, les premières enquêtes de la BaFin. Le BaFin, c'est l'équivalent, c'est le gendarme allemand de la finance, l'équivalent de la SEC, etc. Les premières enquêtes n'ont rien donné. Alors, oui, c'est vrai. Alors, il y a un truc qui n'est pas, moi je trouve dans le film, qui n'est pas très clair. On voit un type... De toute façon, rien n'est clair. Non, c'est vrai, mais bon, on voit un type qui touche 500 000 euros pour mettre en relation deux personnes, c'est-à-dire le bras droit de Marcus, et puis qui s'appelle Jan Marsalek, et qui est un personnage un peu bizarre. Donc, on voit également... ce type fait peur d'ailleurs, hein, il a vraiment une tête assez bizarre. Il ressemble à un acteur. Mais oui, il ressemble à un acteur. J'ai pas su qui, mais je suis d'accord. Il joue dans le film, dans la série américaine sur le président des États-Unis et sa femme. Là. Ouais. Je sais plus que avec Kevin Spacey. Oui. Alors bon, je trouve que le film n'est pas assez précis sur l'évaporation de l'argent. Où l'argent s'était évaporé, il manque quand même. Non, c'est du blanchiment, attention. C'est du blanchiment. Il y a quand même un trou de plusieurs milliards. C'est des poupées russes, mais justement, ça, c'est le trou qu'ils essayaient de cacher depuis 2008. Ok. C'est le principe Enron, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on fait des poupées russes. En français, on a un terme pour ça, c'est de la cavalerie. Voilà. On vire 1 milliard à une société. Ouais. C'est ce qu'avaient fait Lehman. Ouais. Lehman Brothers faisait de la cavalerie avec la connaissance de Jamie Dimon. C'est-à-dire que au 30, par exemple, JP Morgan, Londres, leur prêtait 10 milliards. Ouais. Donc ça apparaissait sur les comptes au 30 décembre, et une fois que les comptes étaient validés par les commissaires aux comptes, donc qu'est-ce qui se passait le 4 janvier? Ils renvoyaient l'argent, les 10 milliards, à Londres. Et à un moment donné, Jamie Dimon a dit oh là, stop, on arrête la danse, et c'est comme ça que Lehman Brothers a volé dans les airs un an plus, enfin quasiment 9 mois plus tard. Voilà. Alors, pour conclure, il y a deux points que je vais aborder en 3 minutes maxi. Oui. D'abord, on voit que Wirecard c'est tout. Pardon ? Wirecard c'est tout. Tout du trader informateur, elle sait tout du journaliste Paul Murphy qui enquête. Ah oui, parce qu'ils ont mis. Ils sentent le danger. Voilà. Et on voit donc le journaliste Paul Murphy qui met le soir son ordinateur dans un coffre, et dans la journée, il travaille au Financial Times, donc dans une pièce en bulle. En bulle, c'est-à-dire une pièce où il n'y a pas de connexion. Il y a d'électromagnétique. Et il y a voilà, exactement. Hein, comme dans les ambassades américaines ou françaises. Ouais. C'est ça, exactement. Donc ça existe, ça. Mais bien sûr. Au Financial Times, ils auront les moyens de se payer. Non, c'est pas ça. C'est que c'est Wirecard qui a mis des moyens considérables pour espionner les journalistes du Financial Times, qui se sont rendus compte qu'ils étaient espionnés. Et à partir de ce moment-là, ils ont pris ils ont pris les devants. Voilà. Mais Wirecard, ils ont compris qu'ils étaient en danger à partir du moment où les journalistes du Financial Times ont commencé à enquêter sur leur compte. Là, ils savaient qu'ils étaient morts à
plus ou moins de terme. Donc il fallait soit se débarrasser du journaliste, mais vous débarrassez pas d'un journaliste. Donc, même si vous tuez un journaliste du FT, il y en a 100 derrière. Donc ça sert à rien. Bah, voilà. Ouais. C'est la différence entre un journaliste intégré dans un journal et un pigiste qui lui est tout seul et dont vous pouvez régler son compte. Voilà, il n'y a aucun journal qui va monter au créneau. On va dire c'est comme ça. Assange. Regardez Assange. Oui, Assange, ça va. Assange, il est dans une situation désespérée. Voilà. Alors, il y a une partie sombre dans c'est le dernier point que je veux veux voir. Dans cette non, mais là, il y a vraiment une partie qui est vraiment sombre. Un peu curieuse. C'est l'interaction avec les espions russes. Donc on voit que le Marsalek il a un deuxième bureau secret dans lequel il fait des réunions, mais en même temps des partouzes un petit peu. Que ce bureau est juste en face de l'ambassade de Russie. Et puis on voit alors après une interaction avec le gouvernement autrichien, même pas, exactement. avec Sebastian Kurz, pardon. Kurz c'est saucisse, non. Sebastian Kurz. On est pas loin. On est en Autriche. C'est en Autriche avec Sebastian Kurz. Et où les Russes cherchaient à créer, alors c'est assez bizarre, à créer des vagues migratoires pour faire monter le populisme. Et en même temps, ils levaient du pognon pour avoir des gardes-frontières, 15 000 gardes-frontières en Libye, je crois. Ils travaillaient pour Wagner. Ah, il travaillait pour Wagner. Oui, d'accord. il avait des liens avec Wagner. Donc Marsalek, qui est toujours recherché, il a une fiche Interpol aujourd'hui. Donc c'est pas un truc d'intox pas du tout. Des Californiens avec la Russie, non. C'est grâce à lui qu'ils ont blanchi l'argent de toutes les mafias russes, biélorusses, bulgares, des pays de l'Est. C'est à travers Wirecard. Hein, c'est comme ça qu'il est retrouvé. Voilà. C'est très précis. C'était lui le lien. Et en même temps, comme il travaillait, ou il était un agent du GRU, vous savez, les services de l'armée russe. Et aujourd'hui, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il est réfugié à Moscou, sous la protection du GRU. Voilà. Donc c'est intéressant. Mais il a servi à blanchir l'argent pendant des années, à travers Wirecard, de toutes les mafias russes et bulgares et que sais-je encore. Voilà. Alors la conclusion pour moi, ça me fait penser, ce film m'a fait penser à Largo Winch. Il y a des hommes de main, des espions, c'est Largo Winch, des putes, des parvenus flambeurs. Surtout des parvenus flambeurs. Parce que c'est ça qui est intéressant chez Wirecard. Des émirs aussi, on a le droit à des émirs. Tous des parvenus flambeurs. Bon, bref, c'est un scénario idéal. De Largo Winch, de Largo Winch, idéal pour une fiction au cinéma, sauf que... comme ça se passe en Allemagne... C'est un film vérité en Allemagne sur Netflix, quoi. Bon, c'est un peu comme la série financière allemande dont on avait parlé, qui se passe à Munich. Mais moi, j'ai bien aimé. Bon. Oui, c'était bien. Mais... Bref, Wirecard, faut voir. On comprend pourquoi les Allemands vont tous en Espagne pour retrouver du soleil, quoi. Il faut voir, faut pas voir. Ah oui, il faut voir. Ah oui. Faut voir, hein, mais bien sûr. Il faut voir comment. Ça dure 2 heures. Comment Ernst Young, comment les grands commissaires aux comptes qui font la pluie et le beau temps, dès que vous leur faites un chèque de 100 millions, ils vous signent n'importe quoi. Hein. Les mots d'excuse de votre grand-mère, de la mort de votre grand-mère, même ils sont capables de mettre le cachet, quoi. Bon, c'est très bien. Vous avez le tampon de validation de Pierre. Vous pouvez donc voir le film sans hésitation. À très bientôt. Merci. Merci à vous.